Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, nous nous sommes préparés ici. Vous savez, ça fait 10 jours qu'on dit que c'est l'insurrection qui commence. Et je vous dirais, les manifestations, oui, la chienlit, non. Comme me disait un certain général, il y a un peu plus de 50 ans maintenant. Non, soyons sérieux. Le 10 septembre. Alors le 10 septembre, vous avez au jour le jour, on vous parle des rassemblements, de certaines manifestations, de poubelles qui brûlent, de lycées attaqués, de ça et là. Il y a quelque chose qui se passe et on va en parler vraiment longuement avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour André, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, vous êtes entrepreneur, vous êtes président du cabinet Archimède, et je rappelle que vous êtes ancien porte-parole des Gilets jaunes, et évidemment on va en parler des Gilets jaunes. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour André Berkov. Bonjour, toujours aussi le plaisir de vous recevoir. Vous êtes fondateur et animateur de l'excellent plateforme Putsch Média. Et effectivement, alors je voudrais juste commencer par vous, Nicolas Vidal. Vous êtes dans un café, je crois, de Montpellier. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous avez vu depuis ce matin? Oui, André Berkov, ce matin j'étais sur un point de rassemblement à Nîmes, notamment hier soir sur une AG, parce que vous savez, le terrain est important pour se rendre compte de ce qui se passe, ça change un peu des plateaux mainstream, hein. Oui. Et ce matin je suis allé à ce rassemblement à Nîmes, avec un regroupement, je dois vous le dire, très hétéroclite. Très hétéroclite, pourquoi? Parce qu'il y avait des gilets jaunes, il y avait des étudiants, il y avait des retraités, il y avait quelques militants syndicalistes, quelques personnes de l'extrême gauche, mais concrètement c'était assez hétéroclite et c'est assez en différence avec ce qui se passe dans les grandes villes, et où maintenant j'ai fait le long trajet, André Berkov, entre Nîmes et Montpellier, où il y a 22 minutes de route. Oui. Et bien sûr la manifestation ici a changé de bord, j'ai envie de vous dire. Ici c'est plutôt gauche, extrême gauche. Je l'ai vu ce matin en arrivant sur la place de la Comédie, et on voit bien que peut-être qu'il y a à faire une différence aussi entre la ruralité, les villes moyennes et les mobilisations. Tout à fait. Ça. Voilà. On va en parler. On en est aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors ce que vous avez vu juste hier à Nîmes et aujourd'hui à Toulouse, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas? Très franchement. Alors très franchement, je vais être très clair avec vous. Hier soir à Nîmes, il y avait 80 personnes. Ce matin, il y avait une petite centaine qui se sont regroupées. Et aujourd'hui à Montpellier, il y a beaucoup plus de monde, effectivement. Hein. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont regroupées place de la Comédie. Il y a énormément de CRS, un gros service d'ordre, vous le savez, avec des canons en haut. Donc on craint des débordements, bien entendu, puisque là, on est carrément sur une manifestation, un rassemblement beaucoup plus politisé. Je pense que ça va être l'objet de l'émission là-dessus, c'est-à-dire à quel moment il y a le côté des Français en colère, et à quel moment l'extrême gauche et la gauche reprennent bien entendu la mobilisation à leur compte. Très exactement. J'ai une question fondamentale qui à mon avis va animer nos prochaines heures et nos prochains jours, et même aux prochains mois, André Berkov, sincèrement. Voilà, oui, complètement. Donc là-dessus, je crois qu'il y a différentes expressions de ces manifestations-là. Et après, la question que je me pose, moi, et je pense qu'on est légitimement tous en train de se poser, c'est à quel moment les Français en colère qui n'en peuvent plus, parce que moi j'ai eu des discussions hier soir avec des Français, des citoyens, qui me disaient en fait, on ne peut plus bouffer, on ne s'en sort plus. Voilà la revendication. Et ce qui me paraît, si vous me permettez, André Berkov, de le dire, comme j'ai beaucoup travaillé sur les Gilets jaunes, j'ai beaucoup suivi les Gilets jaunes. Aujourd'hui, pendant les Gilets jaunes, il y avait une volonté, et Benjamin Cauchy nous le dira, on verra si on est d'accord là-dessus, mais il y avait la justice fiscale, vous voyez, où il y avait la taxe diesel, mais c'était pas que la taxe diesel. Il y avait un problème de dignité aussi, il y avait un mépris de classe qui est ressorti énormément des ronds-points, et il y avait une aversion manifeste pour Macron. Mais aujourd'hui, André Berkov, ce qui me semble absolument clair, et on le voit d'ailleurs dans les plateaux et on le voit dans les discussions, aujourd'hui c'est un dégagisme tout azimut de la LFI au RN. C'est-à-dire que la désespérance populaire et le mépris que la classe politique affiche pour la majorité des Français, en n'écoutant pas manifestement ni les élections, ni les décisions, ni les changements de majorité. Aujourd'hui, il y a un dégagisme qui est là. Je pense que tous les députés n'ont pas bien compris que ce dégagisme-là, il est en train de se sédimenter. Quoi qu'il se passe à l'occasion de cette journée, je pense que ça va être quelque chose à suivre de très près, ce fameux dégagisme tout azimut. Et ce dégagisme n'est pas nouveau, et vous le savez, Nicolas Vidal, il date déjà il y a quelques années. Et justement, vous avez parlé des Gilets jaunes, et vous avez raison d'en parler. Benjamin Cauchy, pas du tout pour amener simplement vos Gilets jaunes, mais vous étiez un des anciens porte-parole de la première heure des Gilets jaunes. Si vous aviez, en dehors, la journée n'est pas finie, nous sommes un peu plus de midi, mais au-delà de ça, Benjamin Cauchy,
s'il y avait à tracer, je ne dirais pas des parallèles, mais la situation qui prévalait en 2018, nous sommes 7 ans plus tard, un septennat. Qu'est-ce qui pour vous peut se ressembler, un peu être similaire, ou qu'est-ce qui a changé peut-être fondamentalement? Bonsoir, bonjour André. Et moi, ce qui m'interpelle le plus et qui me fait penser que les Gilets jaunes sont fait voler leur mouvement de la même manière que le mouvement du 10 septembre est en train de se faire voler. Le 17 novembre 2018, c'était la France qui casque qui était dans la rue. En juillet 2025, c'est la France qui casque qui était en train de se plaindre. Et finalement, dans les semaines qui ont suivi les Gilets jaunes, comme aujourd'hui le 10 septembre, c'est la France qui casse. C'est la France qui casque contre la France qui casse. Et malheureusement, ce mouvement est en train de se faire phagocyter par l'extrême gauche qui n'est autre que l'idiot utile du système. Voilà le point de comparaison que je pourrais vous faire. Ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, soyons clairs, effectivement, en l'espace de 8 ans, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. Nicolas disait à juste titre que les Gilets jaunes, initialement, c'était un ras-le-bol fiscal contre la taxe carbone qui devait arriver sur le carburant. Je vous rappelle que les gens sont sortis dans la rue parce que le litre de diesel était à 1,48 €. Tout à fait. 1,48 €, d'accord. On est monté jusqu'à 2 € et quelques centimes il y a encore un an et demi. Ouais. Donc les gens sont sortis parce qu'ils étaient écrasés par la fiscalité. Et du coup, il y a une part de la taxe d'habitation qui a été supprimée. Le bilan des Gilets jaunes sur les 17 milliards que ça a coûté entre guillemets à l'État, c'est 10 milliards de baisse d'impôts qui ont pu être générés. Et pour moi, ce mouvement du 10 septembre, c'était un ras-le-bol fiscal qui s'annonçait de nouveau dans la rue. Et aujourd'hui, l'extrême gauche, dans une volonté tacticienne et comment dirais-je malveillante, eh bien cherche à récupérer le mouvement dans l'objectif de prochaines élections, mais certainement pas pour répondre aux problèmes de fond de la France, c'est-à-dire nous sommes écrasés par les charges, nous sommes écrasés par la dette, nous sommes écrasés par la fiscalité. Si les petits salaires avaient moins de charges sur leur salaire, ils pourraient mieux consommer. Et l'idée, ce n'est pas que l'État donne plus, mais que l'État fasse le moins de choses possible et que les Français puissent se débrouiller par eux-mêmes. Grosso modo, c'est pas bloquons tout qu'il fallait penser, c'est débloquons tout. Oui, et que l'État dépense moins, parce que la manière dont il dépense, et on le sait, est absolument dingue. Mais ce qui est frappant, et c'est la question que je vous pose à vous deux, Nicolas Vidal et Benjamin Cauchy, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que 10 jours avant, on commençait, et c'est là où le narratif veut absolument l'emporter sur le réel, et vous savez que c'est valable pour du Covid à la guerre en Russie-Ukraine, en passant par le climat et autres, on ne veut plus de réel, en tout cas le pouvoir, tous les pouvoirs ne veulent plus de réel, mais ils veulent imposer leur narratif sur le réel. Donc, vous avez très très bien dit que, effectivement, les Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français, pas tous, il y en a qui très bien, qui sont contents, qui sont heureux, et tant mieux pour eux. Mais il y en a qui ne sont pas contents du tout, pour les raisons que vous avez énumérées, et beaucoup d'autres, peut-être, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus où ils sont, que ce soit l'insécurité, autre chose, et puis surtout l'économie. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois qu'il se passe aujourd'hui une manifestation, sauf les émeutes, ça c'est encore autre chose, eh ben on dit, ça y est, c'est récupéré, et effectivement, par l'extrême gauche, ou par un certain nombre de gens qui viennent, et on ne voit plus que les casseurs. Et est-ce que, au fond, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné, j'exagère à peine, on dira mais c'est plus à peine de manifester, puisque de toute façon il n'y a plus que les casseurs, donc restez chez vous, mettez-vous en télétravail, et tout ira bien. Benjamin Cauchy. Ouais, vous avez en partie raison. Vous avez en partie raison. Effectivement, aujourd'hui, dans un gouvernement qui est entre guillemets, enfin qui est même pas entre guillemets, qui est démissionnaire, un nouveau Premier ministre, le seul symbole d'autorité que peut aujourd'hui incarner nos gouvernants, c'est celui de l'ordre. Et on sait très bien que les Français aspirent à plus d'ordre et de sécurité. Donc c'est un dénominateur commun qui est plus important que celle du mécontentement. Donc c'est un narratif qui répond entre guillemets à un besoin de sécurité et d'ordre. Donc soyons limpides là-dessus. Finalement, nos gouvernants nous donnent ce que nous souhaitons, à savoir plus d'ordre et plus de sécurité. Je peux vous assurer qu'avec 80 000 forces de l'ordre dans la rue aujourd'hui, il y aura moins de cambriolage, il y aura moins d'agressions. Je peux vous assurer que ça va fonctionner. Donc il y a une réponse finalement à ce que les Français veulent. Mais encore une fois, pour moi, le problème de fond, c'est que ces modes d'action desservent finalement la cause. Aujourd'hui, les Français ne se retrouvent plus dans la classe politique. C'est ce que disait Nicolas. En 2018, au moment des Gilets jaunes, les Français appelaient au secours à leurs élus et leur disaient s'il vous plaît, écoutez-nous. C'est pour ça. Voyez-nous. Avec aujourd'hui, ils ne pensent même pas à les appeler. Ouais. Ils leur disent, partez. Ils leur disent partez soit par de la violence dans la rue,
ou leur disparité en se désintéressant complètement de ce qui se passe. Et ça, pour le coup, c'est pas le radio bistrot, mais je peux vous assurer que les gens, quelle que soit leur classe sociale, leurs revenus, sont désabusés, résignés, et entre guillemets, attendent finalement sans doute le départ du président de la République, mais en attendant, ils se moquent complètement des boutiqueries partisanes. Alors justement, Nicolas Vidal, d'abord, effectivement, on dit 80 000, effectivement, avec 80 000 comme autant des Jeux Olympiques, mais est-ce que ce n'est pas le cuirassé, ce n'est pas le système Potemkin, là, le village Potemkin? Effectivement, pendant 15 jours, c'était formidable, Paris était paisible, bon, sauf qu'on ne pourra pas mobiliser en permanence 80 000 policiers aujourd'hui, demain et après-demain. Nicolas Vidal, cette espèce de justement, cette espèce de rage contenue, cette espèce de rage, mais aussi de résignation, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver par une espèce de, vous savez, de retrouver ce que disait, on l'a souvent cité, mais recitons-le, Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, quand il disait que le peuple maugréait contre ce gouvernement, le gouvernement excédé décide de changer de peuple. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est non pas à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais à la tentative de dissolution du peuple? Nicolas Vidal. Bien sûr, bien sûr. Quand le retour du peuple est là, bien entendu, quand vous y opposez le mépris populaire et le mépris de classe, parce qu'il y a cette idée aussi, bien entendu, c'est absolument impossible. Et puis regardez, André Berkoff, qu'a fait Emmanuel Macron hier soir? Il a nommé Sébastien Lecornu. C'est un doigt d'honneur, un bras d'honneur au peuple français en ne voulant pas changer notre système. Donc finalement, depuis 2005, et je fais rapidement le parallèle, depuis 2005, je répète aux nos auditeurs, c'était le référendum sur le traité constitutionnel. Ils n'ont pas... Européen, oui, européen. Européen, oui, exactement. Oui. Européen, vous avez raison. La classe politique, main dans la main, droite et gauche, en 2008, sous Sarkozy, au Congrès de Versailles, est revenu sur la décision souveraine du peuple. Donc depuis ce temps-là, depuis cette époque-là, il y a manifestement une classe politique qu'on pourrait appeler presque une caste politique qui a délibérément décidé de manœuvrer, de diriger contre le peuple et contre ses intérêts. Et je reprends le mot de Benjamin Cauchy, c'est un côté boutiquier aujourd'hui, et on le voit encore plus. Moi, je suis effaré, André Berkoff, de voir les plateaux télé depuis 3 jours. On est véritablement dans des luttes de pouvoir, on est dans des luttes de poste, chacun s'invectit sur les plateaux, chacun s'accuse de trahison, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, ce dégagisme, il est meurtrier pour le pays dans lequel nous sommes, et nous arrivons, et je le dis, mais très sereinement et très gravement, j'ai envie de vous dire, notre système politique est arrivé à un niveau de mort cérébrale, de véritable mort cérébrale, parce qu'une grande partie de la population ne croit pas à ça. Et c'est-à-dire, et ça se transcrit par quoi aussi? Regardez les critiques tout à fait légitimes et fondées qui sont posées sur les privilèges des élus. D'ailleurs, je note que l'ancien Premier ministre François Bayrou avait commencé à poser la question d'aller regarder les indemnités ou les privilèges indus des ministres. Je rappelle qu'il a rapidement oublié cette idée et que nos chers députés aussi ont rapidement balayé ça sous le tapis. Et donc aujourd'hui, ce qui arrive aussi, c'est que la première étage de la fusée, alors c'est les mobilisations, c'est le désarroi, mais c'est aussi la fin du consentement à l'impôt, parce que cette question aujourd'hui d'impôts confiscatoires, de taxes confiscatoires, la fin du consentement à l'impôt, ce n'est ni plus ni moins que la fin de la démocratie, parce que ça constitue notre contrat social. Et à un moment donné, quand ces gens vont continuer à pousser le curseur, ce qu'on appelle cranter finalement, en essayant par des jeux de boutique politiques pour essayer de rentrer au gouvernement, parce que c'est le cas, les Français, le précipice, c'est vraiment est de plus en plus grand, de plus en plus profond. Et vous avez bien entendu des gens, comme on l'a dit avec Benjamin Cauchy sur les manifestations, récupérés par l'extrême gauche, mais ça n'enlève pas qu'à un moment donné, vous avez une ferveur, une colère populaire qui est absolument incontrôlable. On le voit d'ailleurs avec, vous avez vu avec ces appels à ne plus utiliser la carte bleue, à retirer son argent des banques. Et donc on se rend compte que manifestement, même s'il y a sur le terrain, dans la rue, cornaqué, phagocyté par l'extrême gauche, on se rend compte tout de même qu'il y a une partie de la population qui est complètement accablée, concassée par une politique néolibérale qui est en train de nous tuer, littéralement. Et par contre, les gens essaient de voter leur pied. Le problème, c'est que ce système ne peut pas tenir. Imaginez, par exemple, faisons de la politique fiction à 48 heures. Imaginons que l'agence Fitch nous classe en single A. Dévalue la note de la France, oui, exactement. De AA pris à A. Oui. Voilà. Ce que j'appelle les autruches et utilisatifs de ce pays, je pense qu'à un moment donné, la claque économique va être tellement énorme qu'ils vont être contraints à un moment donné de se mobiliser pour ne pas mourir. Et nous nous retrouvons dans une situation complètement dingue, dans le sens où il y a une fracture, c'est la sécession des élites de Christopher Lasch. C'est une véritable sécession des élites dans laquelle aujourd'hui tout l'arc politique des partis qui sont à l'Assemblée, soyons précis, les partis qui sont à l'Assemblée et au Sénat, manifestement, sont
absolument décrié par une partie de la population. Et on voit bien qu'on sent une impuissance. Et pourquoi on sent une impuissance aussi? Je finis là-dessus très vite, très vite. Qu'est-ce qui est la grande muette, la grande omerta de notre situation? C'est qu'il n'est jamais question de mondialisation. Il n'est jamais question d'Union européenne. Il n'est jamais question de rien. Regardez un seul plateau. Je défie quiconque aujourd'hui de me donner une intervention d'un député LFI, un député RN, passant par l'arc républicain, je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment le bloc central qu'on voyait, de mettre en avant à un moment donné la mondialisation et le déclassement de la France, à cause de l'Union européenne. Parce que finalement, nous vivons une mascarade démocratique dans laquelle nos hommes politiques ne sont que les mauvais acteurs d'un théâtre de boulevard. Et d'ailleurs, dans la scène, il n'y a absolument plus personne. Voilà. Mais Nicolas Vidal, c'est vrai. Mais le problème aujourd'hui, je vais vous dire, on n'est plus chez Christopher Lasch. On n'est plus dans... Le problème, c'est la sécession du peuple. Ce n'est plus la sécession des élites. Les élites, il y a longtemps, qui sont partis sans laisser d'adresse. Laissez le peuple. Et que va donner le peuple? Est-ce qu'il va s'enfermer dans une espèce de passivité qui peut-être à un moment donné va exploser? Mais comment? On n'en sait rien. On va pas jouer le marque de café. Restez avec nous. Benjamin Cauchy, on vous donne la parole tout de suite après cette petite pause. Restez avec nous parce que c'est effectivement vital et c'est très important pour ce qui va se passer. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et pendant qu'à la gare du Nord, on se combat entre manifestants et CRS, il y a la passation des pouvoirs, Matignon, très 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 important, puisque Sébastien Lecornu va succéder à François Bayrou, c'est en ce moment même, et Benjamin Cauchy, ça va tout changer, ça. C'est évident. Oui, forcément. Oui, forcément. Demain, tout va aller mieux. L'herbe sera plus verte et on va raser gratis. Non, plus sérieusement, je ne pense pas que ce changement de gouvernement va changer quoi que ce soit. Et si on peut faire un parallèle avec l'événement du jour et la résignation qu'expriment les Français finalement en n'allant pas voter, il y a un Français sur deux qui ne vont plus voter. Il y a une grande majorité des Français qui ne croient plus en la classe politique. J'ai envie de porter une proposition aujourd'hui, André, et puis essayer d'avancer un petit peu et de se dire que, à défaut de voter pour des hommes et des femmes, je pense que les Français ont besoin de voter et de s'exprimer pour des idées. Et je crois que, à force d'utiliser les élections législatives comme des exutoires démocratiques, des exutoires de colère et des soi-disant respirations démocratiques qui ne font finalement que remettre les mêmes équilibres, cette France des trois tiers, un tiers de gauche, un tiers central et un tiers de droite, de droite nationale, on va dire. Je crois qu'on ne résout pas le problème et que pour autant, il y a une majorité de Français qui s'accordent sur des sujets pour plus de sécurité, pour moins d'assistanat, pour moins d'immigration. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui capables de rassembler plus de 60, 65, 70% des Français et que c'est peut-être une idée qu'on peut émettre, que notre nouveau Premier ministre, s'il veut peut-être changer la donne et peut-être prendre de court tous ces partis politiques qui sont dans des calculs politiciens pour les prochaines municipales, pour les prochaines législatives et la prochaine présidentielle, c'est de rendre la parole aux Français sur des sujets référendaires. Voilà la solution. Oui, c'est le fameux référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, c'est vrai, mais enfin, c'est une idée qui, hélas, marche bien en Suisse, mais en France, depuis 2005, et Nicolas l'a dit, on ne veut plus parler de référendum, 2005, attendez, c'est un cauchemar, vous n'allez pas nous refaire ça. Mais Nicolas Vidal, justement, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit une situation bloquée, vous l'avez dit. Alors, justement, et Benjamin Cauchy, vous avez bien dit, le problème n'est pas le bloquer, le problème est de débloquer, justement. Mais, au fond, on a l'impression d'assister à une espèce de théâtre d'ombre, et hélas, qui fait des dégâts, et qui en fait des dégâts. Donc, Nicolas Vidal, au fond, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? Elle existe ou elle n'existe pas? Ou il faut attendre, juste, ce qui va se passer à l'extérieur, en Europe et ailleurs actuellement, avec les bruits de bottes du côté de la Pologne et ailleurs? Il est question de pas que mort s'en suive, on est d'accord. Et puis on vit sur un régime parlementaire, donc on est censé avoir des partis d'opposition concrètement qui auraient dû à un moment donné bloquer Emmanuel Macron dans sa direction du pouvoir, bloquer Emmanuel Macron en ayant nommé Michel Barnier, vous savez Michel Troïka Barnier, le rédacteur du groupe Amato, bloquer notamment François Bayrou, et là aujourd'hui avoir Sébastien Lecornu. La réalité aujourd'hui, c'est que notre système est bloqué puisque nous avons un régime parlementaire et des parlementaires qui
sont affiliés à des partis, André. Des partis. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, les députés répondent à des logiques de parti. Et la logique de parti est très simple. La logique de parti, c'est attendre de prochaines élections législatives et attendre la présidentielle 2027. Donc quand vous avez une divergence d'intérêts, une divergence d'objectifs entre des partis, des députés qui votent en fonction des desiderata du parti, des bureaux nationaux, que ce soit de la LFI, ORN, eh bien concrètement, dans ce régime-là, que peuvent faire les Français? Et puis on le rappelle, on l'a rappelé tout au long de cette émission, vous avez eu les gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges, c'est bien plus vieux, vous avez eu la réforme des retraites, vous avez eu les agriculteurs après deux reprises. Eh bien vous voyez bien que finalement la classe politique a défendu ça sur les plateaux télé, tout ça est très bien, mais la réalité, quand il s'agit d'appuyer sur un bouton rouge ou un bouton vert, on appuie souvent sur le bouton qui est recommandé par le Bureau national. Et c'est souvent c'est pas l'intérêt finalement du peuple français. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui cette séparation entre les députés et le peuple français, qui sont censés être nos représentants. Enfin, j'essaie d'enfoncer des portes ouvertes. Hein. Je dis des trucs peut-être de dingue, mon cher André Berkoff, mais manifestement, ce sont des gens qui sont censés à s'opposer. Et quand vous avez des gens finalement qui laissent passer, parce que on peut me dire oui, la LFI a posé la motion de destitution, le RN a posé une motion de censure, mais la réalité, c'est que tous ces gens savent très bien que le camp d'en face ne votera pas ce genre de motion. Ils la voteront quand vraiment la situation sera terrible. Et finalement, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes avec des gens qui se tirent du col, qui se poussent sur les plateaux télé ou les matinales radio pour nous expliquer que la solution, ils l'ont. Mais la réalité, c'est que cette classe politique, ça fait 30 ans qu'elle nous amène dans le mur. Et je le répète au risque de paraître un peu lourdingue, c'est-à-dire que la question de l'Union européenne, qui aujourd'hui est au centre de notre déclassement et la matrice même de notre déclassement, avec une complicité de la classe politique qui nous a jeté dans ses bras, sans aucun... On a reparlé de 2005, on va pas en reparler, ça a été le grand viol démocratique. Et bien finalement, nous, aujourd'hui, nous obtenons ce que la classe politique nous a promis comme trahison. Donc les situations, les marges de manœuvre sont très faibles, et ça ne peut pas bien finir. Comment penser aujourd'hui que cette situation peut bien finir? Comment penser que Sébastien Lecornu, nommé par Emmanuel Macron, qui a pris un très proche, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que Sébastien Lecornu est un très proche d'Emmanuel Macron. Bien sûr, ils le savent. Voilà, mais je n'en doute pas, et c'est un valet d'Emmanuel Macron, et il n'y a aucun espoir sur la façon d'eux. Mais je serai député de l'opposition, quel que soit le bord politique, et je ne suis pas, et bien heureusement, j'ai envie de vous dire, et je ne m'y hasarderai jamais, mais tout de même, j'aurais pris ça comme un crachat, André. J'aurais pris ça comme un crachat à la démocratie, et on continue dans une espèce de folie, de fuite en avant, une espèce de politique kamikaze d'un Emmanuel Macron qui finalement ne mène qu'une politique de l'Union européenne, une politique de la mondialisation. On a bien vu avec le Mercosur, on a bien vu avec tout ça, ça aurait dû à un moment donné déclencher une tempête parlementaire quand vous avez Ursula von der Leyen très vite là-dessus qui valide avec la Commission européenne le Mercosur, le traité de libre-échange. Bien sûr. Non mais Nicolas, qui est reçu le lendemain en grande pompe par Emmanuel Macron. Bien sûr, mais Nicolas, tout ça, on le sait. Tout ça, on le dit. Tout ça, on l'entend. Une fois de plus, on va être là et nous sommes ministre de la parole. Donc on parle et c'est très bien et c'est notre boulot. Tout à fait. Le problème, et je voudrais finir avec ça, Benjamin Cauchy, vous dites, et vous avez raison Nicolas, vous dites la marge de manœuvre, en fait, elle est très étroite, mais à un moment donné, on tranche le nœud gordien. On l'a vu, écoutez, on aime ou on n'aime pas Trump ou Musk ou compagnie, mais on a vu qu'aux États-Unis, on a vu que les choses, encore une fois, on peut le déplorer, c'est pour ceux qui détestent Trump, c'est terrifiant, pour les autres, c'est formidable, mais on a vu que quand peut arriver au pouvoir des gens qui disent, allez, qui ont le courage, ou qui ont en tout cas la popularité, de braver l'impopularité, d'y aller, eh ben c'est faisable. Et Benjamin Cauchy, en France, est-ce que c'est faisable ou pour le moment, il faut attendre et laisser venir? Je ne dis pas attendre le pire, pas qui pourrait souhaiter le pire, mais on a l'impression que jusqu'aux élections présidentielles de 2027, on a l'impression que rien ne va bouger, ou peut-être des législatives si dissolution il y a. Sinon, on voit que les mouvements, on parle du 10 septembre aujourd'hui, bon, ça va être là, ça va faire ce que ça va faire, et puis après, on comptera effectivement les dégâts, et vous le savez que nous avons tous payé, puisque nous allons tous payer le prix des émeutes et des dégâts. C'est pas tous les contribuables, et pas seulement ceux qui cassent. Oui, la question c'est que va-t-il se passer le 11 septembre finalement? Que va-t-il se passer demain matin? Demain matin, on va compter le nombre d'abribus, de vitrines cassées, de poubelles brûlées. On va savoir que ça va coûter 500, 600, 700 millions d'euros. Et d'ailleurs, juste un petit point, vous savez, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, je suis courtier et lorsqu'il faut que j'annonce à mes clients qu'à partir de l'année prochaine, ils vont payer 5% de plus pour cotiser un fonds émeute, puisque l'État
n'est plus en capacité d'assurer la sécurité des Français et que du coup c'est chaque détenteur d'un contrat d'assurance qui va devoir s'acquitter d'une quote-part pour réparer les dégâts de ceux qui cassent dans la rue. Bref, l'État, à défaut de pouvoir sécuriser, se détache et finalement délègue aux citoyens, une fois encore, eh bien cette capacité à pouvoir réparer les dégâts. Encore une fois, pour moi, le régime parlementaire a toutes ses raisons d'exister. Jusqu'à présent, il a fait force de preuves, de bon fonctionnement. Mais il faut d'autres respirations démocratiques que celle que de choisir des hommes et des femmes. Et celle que vous avez évoquée. Pour moi, c'est la seule option. C'est la seule option en attendant 2027. Et encore, vous avez un postulat dans votre question qui est celle de considérer que l'élection présidentielle sera en 2027. Les paris sont ouverts. Oui, on n'en sait rien, on verra qui s'accroche à qui. Mais je vais vous dire, Nicolas Vidal et Benjamin Cauchy, vous avez tous les deux mis la lumière sur quelque chose de fondamental. Et c'est là, et vous venez de le dire par rapport à votre métier de courtier, Benjamin Cauchy. Mais dites-moi, si l'État n'est pas là pour protéger les citoyens, où est sa légitimité ? L'un des devoirs fondamentaux régaliens de l'État, c'est pour ça qu'il a la violence, le monopole de la violence légitime, légale, etc. C'est de protéger les citoyens. Si il avoue, et il vient de l'avouer en faisant cette réforme, en disant oui, vous allez payer tous pour les émeutes. Attendez, alors si vous n'êtes pas là pour nous protéger, on fait quoi ? On se protège nous-mêmes. Est-ce que ça va être ça ? Je ne le souhaite pas. Mais je crois qu'on est devant quelque chose qui est vraiment, vraiment grave. C'est que jusqu'où on va aller dans ce divorce, dans cette sécession, dans cette séparation entre effectivement l'État et les citoyens. Je crois qu'on y est quelque part. En tout cas, merci Benjamin Cauchy, merci Nicolas Vidal.